Bonjour Jean Rouault. Bonjour. Merci d'être venu à cette invitation pour qu'on parle de vos livres. En peu de mots, vous écrivez des livres proches de vous. Depuis Les Chants d'honneur chez Minuit, jusqu'à aujourd'hui, Comment gagner sa vie honnêtement chez Gallimard. Vous travaillez avec la matière de vos souvenirs, on va dire. Mais pourtant, il ne s'agit pas vraiment d'autobiographie. C'est autobiographique, mais est-ce que ce sont des autobiographies linéaires? Non, je ne pense pas. Vous nous le direz tout à l'heure. Ce ne sont pas non plus des journaux. Je dirais qu'il y a peut-être deux raisons à ça, mais je vous laisserai commenter. Vous étiez habitant de la Loire-Inférieure, mais votre imaginaire, vous le dites dans l'Évangile, selon moi, tient tout autant des rives du Jourdain que de votre mémoire réelle. Et cette mémoire, qu'on pourrait croire votre outil de travail, finalement, on dirait que parfois elle se refuse à l'exactitude. Est-ce que ça vous conviendrait de dire ça comme ça? C'est surtout que mon projet n'est pas autobiographique, mon projet est poétique. J'ai quand même toute la période Gallimard, ça fait quand même 10 ans maintenant que je suis chez Gallimard, où on ne trouve pas du tout, à part le dernier où je commence un cycle que j'appelle La vie poétique, et pour moi une autobiographie littéraire. On va s'expliquer après là-dessus. Mais les autres livres, questionnaient le roman, la forme romanesque, la question de la fiction. Et ce sont, moi, mes livres préférés. Et or, c'est comme si, pour les lecteurs, ça avait été une parenthèse, et qu'avec celui-ci, je reprenais là où j'avais laissé avec Sur la scène comme au ciel, c'est à la fin de mon premier cycle des origines. Et alors que pour moi, c'est une réflexion continue, et qui passait forcément par la question de la fiction, donc que j'ai abordé à la fois dans un essai qui s'appelle Désincarnation, puis dans 3 livres qui s'appellent L'invention de l'auteur, L'imitation du bonheur et La femme promise, où là il est question de la Commune de Paris, par exemple, pour l'imitation du bonheur. Mais j'ai aussi écrit un livre qui s'appelle Préhistoire sur les grottes ornées, donc l'Évangile sur cette question comme ça d'imaginaire, d'importation, qui a été pour moi et pour beaucoup la religion catholique, l'enseignement de la religion catholique, et qui nous racontait que des histoires se déroulant il y a 2000 ans et à plusieurs mille kilomètres de là. Donc c'est réduire tout ce travail à la question autobiographique. Je trouve pas ça juste. Il est que tout auteur fonctionne avec le matériau autobiographique. Ça vaut aussi bien pour Flaubert que pour Proust, et évidemment pour ceux qui ont un projet autobiographique, que ce soit les Confessions de Rousseau ou les Mémoires de Chateaubriand ou toute l'œuvre de Céline ou tout comme ça. Mais moi, tout mon travail, et c'est pour ça que j'entame cette autobiographie littéraire, repose sur une question. Comment se fait-il que lorsque j'avais 20 ans, au moment où je me propose à écrire, on m'explique que le roman est mort? Voilà, c'est-à-dire que donc il n'est plus possible d'écrire de romans, ce qui fait que je vais mettre du temps à passer au roman, à me convaincre que si je voulais être reconnu comme écrivain, je n'avais pas d'autre solution que d'écrire des romans. Et ce qui fait que j'ai publié mon premier livre, j'avais 37 ans. Donc alors qu'au départ, je ne suis pas venu au roman avec l'idée de me raconter. La question ne se posait même pas pour moi. La question, c'était quel est le genre poétique qui peut recueillir mes phrases. Voilà. Et avant que je me convainque qu'il y ait d'autres solutions pour moi que le roman, j'écrivais ce qu'on appelait des textes, des expérimentations littéraires, poétiques, etc. Mais je ne suis absolument pas venu à l'écriture avec l'idée de me raconter,
quand les Chants d'honneur sont parus, il y a beaucoup d'articles disaient que j'avais écrit ce livre-là parce que j'avais des choses à dire. Non, j'avais rien à dire. J'avais à écrire, oui, mais rien à dire. C'était pas du tout j'ai pas écrit ce livre-là parce que j'avais quelque chose là qui gonflait en moi jusqu'à vouloir sortir. C'est que j'avais ce désir d'écriture qu'il a fallu que je nourrisse avec des histoires, et je me suis tourné vers le matériau autobiographique en comprenant très vite, je veux dire, à partir du moment où je me suis posé cette question du roman, en comprenant très vite que mon matériau autobiographique, qui a priori n'était pas riche puisque c'était une région inintéressante, dans un milieu modeste, et donc on n'était pas chez les Guermantes, et que je pouvais, avec ce matériau autobiographique pauvre a priori, faire un gisement poétique. Voilà. Et quand les Chants d'honneur sont parus, on a mis en avant, par exemple, toutes les pages sur la pluie. Alors, c'est évident que je suis né dans ces régions de l'Ouest où il pleut beaucoup, mais que je sache, la pluie n'est pas autobiographique. C'est pas une spécialité quand même de la Bretagne, il pleut ailleurs, et simplement, j'ai été le premier à en faire un matériau poétique sur 10 pages. Voilà. Donc, dès le début, c'est posé que ce qui m'intéresse, c'est ce miroitement poétique, c'est rendre compte poétiquement du monde, et non pas la confidence, c'est-à-dire le journal intime, ces choses-là. Je n'ai jamais écrit une ligne d'un journal intime. Toute phrase, pour moi, doit être une phrase poétique à destination de l'autre. J'ai pas un texte que j'aurais écrit pour moi sans avoir l'idée un jour de publier. Alors, il se trouve qu'il y en a qui ne l'ont pas été, mais depuis que je suis publié, mais tout ce que j'avais écrit avant, de toute façon, était à des fins de publication. Et ce que j'en attendais, c'était cette reconnaissance littéraire, et qui, de fait, devait apaiser ce sentiment et de mal-être et de crise identitaire que j'avais. Et j'attendais donc de cette reconnaissance-là qu'elle me donne ma place dans le monde. C'est ce que ça a fait. Mais ce que j'attendais de l'écriture, c'était cette reconnaissance-là, mais ce n'était absolument pas ce besoin de me confier, de me raconter, qui m'a amené à écrire ces livres-là. Oui, je suis bien d'accord. Quand j'essayais de définir, effectivement, je voulais définir en disant que ça n'était pas autobiographique, oui, ni même un journal. Mais il y a quelque chose de très fort dans ce que vous faites, à mon sens, qui est de très courageux, de très risqué, et qui est cette utilisation de votre matériau de manière sans doute très évidente, et pour autant à l'usage de tout à fait autre chose. Si on prend l'exemple de Comment gagner sa vie honnêtement, ce que vous mettez en scène est toute une période qui est très sensible, extrêmement sensible. Je pense à toutes les personnes de 40 à 60 ans. Je pense que si vous avez le courage et que vous prenez le risque de prendre les éléments de votre vie pour en faire une narration propre poétique, c'est aussi sans doute le meilleur procédé qui nous embarque, nous, dans notre propre narration de cette période-là qui est fondatrice pour... Oui, mais là encore, mon but, ce n'est pas de faire un livre générationnel. Le projet, c'est d'essayer de comprendre comment une époque vous formate. Comment, concrètement, ces années-là m'ont dissuadé d'écrire un roman, alors que n'importe qui, aujourd'hui, à 20 ans, écrivant, plus ou moins secrètement, avouera que son objectif, c'est d'écrire un roman et d'être publié en écrivant un roman. Or, c'est une question qui
ne nous effleurait pas, parce que le roman était considéré comme un genre bourgeois, réactionnaire, et qu'il avait fait son temps, et que la modernité littéraire ne passait pas par le roman, elle passait par l'expérimentation, par la déconstruction et tout un tas de choses comme ça qui étaient de fait des impasses. Mais il était entendu qu'on ne pouvait pas écrire un livre s'appuyant sur le référentiel, à savoir le réel, et sur le sujet, à savoir l'auteur. Donc mon projet là, autobiographique, c'est d'essayer de comprendre, et donc j'interroge cette époque-là pour comprendre ce qui s'est passé. Comment est-ce qu'une société est capable de décréter que maintenant on ne peut plus raconter d'histoire? C'est quand même incroyable. Or, évidemment que ce n'est pas inscrit dans la Constitution. Et pourtant, le mot d'ordre était suffisamment fort pour que tous les écrivains de ma génération l'aient entendu, et vous en parlez à François Bon, à Michon, à Bergogneau, etc. Et ce qu'ils ont entendu, c'est que ça ne passait pas par le roman. Et tous ont publié dans les années 80, et pas en les années 70. Et alors ils avaient été évidemment capables de publier plus tôt, mais que la question du roman et surtout la question du référentiel, du réel, était quelque chose d'évacué. Donc là, quand je m'interroge sur cette époque-là, c'est non seulement essayer de sonder les lignes de force là, comme ça, de la société à cette époque-là, mais c'est aussi une intégration plus générale qui vaut à ce moment-là pour toutes les époques, et c'est de se dire, bon, pour lui, c'était ça, les mots d'ordre. Et encore une fois, les mots d'ordre, on ne les décèle pas, ils vous semblent naturels, ils vous semblent aller de soi. C'est après qu'on comprend qu'on a été manipulé. Hein. Et donc, et j'avais vu, quand j'ai commencé ce qui allait devenir les champs d'honneur, j'avais vu les points de résistance. C'est-à-dire que les questions qui n'étaient pas abordables, la question de la religion, la question du milieu social, quand c'était celui des petits commerçants, la question de la campagne française et du monde rural, etc., tout ça était considéré comme réactionnaire. Donc je voyais les points de résistance et il a fallu que j'aille contre ça. Et donc, c'est de se dire, si vous écrivez maintenant, si vous avez 20 ans, 25 ans, c'est quoi les points de résistance? C'est quoi comment on appelle ça, les angles morts de la société? Là où au fond, on s'entend pour ne pas aller. Vous voyez? Donc, si vous écrivez, c'est évidemment pour aller voir là-bas. Donc, j'ai fait tout mon travail avec les angles morts de la société, à la fois dans sa dimension historique et sociologique, etc., et aussi dans ces interdits autour du roman, et avec cet interdit central qui était le sujet. La littérature comme une subversion, non pas au sens forcément révolutionnaire, mais au sens du dévoilement de l'autre côté de ce qui se dit dans la société, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que si une société a besoin de s'entendre, voilà, elle édicte des règles, et il y a des lignes de force qui font que normalement vous n'allez pas vous balader dans la rue avec une perruque de Louis XV et qu'un musicien ne va pas spontanément écrire un menuet. Non. Ça veut dire qu'on est traversé par des mots d'ordre qui nous conduisent dans une certaine direction. Et simplement, en nous conduisant dans certaines directions, elle nous en fait éviter d'autres. Et parfois, pour de mauvaises raisons, ou parce que il y a des zones que la société n'a pas envie d'explorer. Et donc, le travail de la littérature, c'est d'aller vers ces zones de résistance-là. Pourquoi est-ce qu'on ne... par exemple, comme un texte non dit dans la société. Oui, il y a des... comment se fait-il que par exemple, ce qu'au XIXe siècle on a appelé les scènes de la vie de province avait disparu de la littérature française dans ces années 70-80. Or, la vie de province existait toujours. Enfin, ces lieux qui avaient fourni une grosse part de la littérature française, soudain étaient désertés. Et ils étaient désertés pour des motifs idéologiques, parce que si vous vous intéressiez à la campagne française,
vous étiez suspect de néopéténisme et de suivre les travail famille-patrie et la révolution, etc. Réactionnaire. Donc, vous n'y allez pas, parce que, franchement, c'est très désagréable d'être traité de réactionnaire. Donc, en plus, quand on est jeune, quand on n'a pas... Après, on se fixe une ligne, et si les autres pensent, ça n'a plus beaucoup d'importance. Vous savez ce que vous devez faire. Mais quand vous êtes jeune, c'est très dur d'aller contre ces mots d'ordre-là. Et alors, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on nous interdit ça? Pourquoi est-ce que un courant dominant comme ça crée ces interdits, hein? Et donc, quand j'ai écrit Les Chants d'honneur, je vois bien ces résistances-là. En même temps, je sais que c'est ça qu'il faut faire parce que j'ai bien conscience aussi en écrivant que je témoigne pour un monde qui est en train de disparaître. Hein. C'est le monde rural tel que j'ai connu dans mon enfance. Et en même temps, je sais le risque que je prends et que sans doute, je risque de me faire traiter effectivement de tous les qualificatifs infamants comme réactionnaire et compagnie. Mais en même temps, il y a toute cette vie qui s'est déployée comme ça depuis la Seconde Guerre mondiale et qui n'aurait pas trouvé de caisse de résonance. C'est quand même très très étrange. Et une des fonctions de la littérature, c'est d'être une lecture du monde. Hein, c'est-à-dire que c'est d'être à l'écoute, d'essayer de comprendre et de saisir comme ça les enjeux, les souffrances, et tout ce qui fait la condition humaine. Et pourquoi soudain on avait créé des zones de non-enregistrement quasiment, quoi. Vous voyez, comme si le monde n'avait rien à offrir. Je vais juste lire un petit passage, si vous voulez bien, de votre livre qui justement évoque peut-être cette question d'une forme de combat avec un monde où rien ne se dit, d'un monde immobile. Ce destin à la petite semaine, je ne pouvais imaginer sans désespérer que le monde n'eût jamais rien de mieux à m'offrir. Maintenant qu'elle me concernait, l'aspect fantaisiste de la chose m'échappait totalement. L'épuisement me gagnait de cette vie sans perspective, à réinventer chaque matin, n'offrant aucun palier pour souffler, aucun signe de reconnaissance, me renvoyant inévitablement à mon incapacité et à mes prétentions. Est-ce que c'est l'illustration, ce que vous venez de dire, de cette difficulté très très grande? Là, c'était autre chose. C'était donc dans les années 70, là au début, lorsque il y avait un refus très net du travail. Moi, j'ai toujours su que je ne travaillerais pas, au sens où on l'entend, à savoir 11 mois par an avec une fiche de paie, etc. Ce que je n'ai jamais connu de ma vie quand même. Donc, c'était entendu pour toutes ces générations-là que on n'irait pas vers ce que la société nous proposait, à savoir un emploi fixe, stable, avec une vie conforme, etc. Et donc, pendant un moment, vous faites gloire de refuser ce modèle dominant. Seulement, comme vous n'êtes pas rentier, eh bien, il faut bien trouver des moyens quand même de subsister. Et si ce sont des moyens légaux, ben, ça veut dire les petits boulots et accumuler ce genre de choses. Or, c'est une vie sans perspective, puisque vous êtes sans arrêt. Ce sont des échéances courtes à chaque fois. Donc, vous êtes sans arrêt obligé de recommencer les démarches pour trouver un job, etc. Et ces démarches-là qui sont déjà pénibles quand j'ai trouvé un vrai emploi, lorsque vous devez les recommencer toutes les 3 semaines ou tous les 2 mois parce que ça dépassait rarement 2 mois les petits boulots comme ça devient déprimant et c'est véritablement sans perspective. C'était quelque chose que je pouvais envisager si j'étais porté par l'écriture et qu'au bout il y avait cette reconnaissance-là, mais sans la reconnaissance, c'était
Ah oui, absolument désespérant. Ce qui fait que la plupart de tous les marginaux, ceux qui n'étaient pas des purs et durs, là, comme ça, puis il y avait aussi la nécessité, lorsque des enfants arrivaient, etc., se retrouver à passer des concours pour entrer à la poste ou dans la fonction publique, et voilà. Donc, en même temps, il y avait ceux qui s'obstinaient et qui se faisaient gloire, comme moi, de ne pas rentrer dans le système, mais ça faisait pour l'essentiel des ratés ce que pour tout le monde j'étais jusqu'à ce que je publie. Beaucoup ont dérogé, effectivement, en passant des concours ou même en acceptant de rentrer dans un jeu, y compris médiatique, etc. Quand vous évoquez ces souvenirs extrêmement pénibles, hein, d'une vie que vous placez finalement sous le signe d'une certaine médiocrité et en même temps d'un espoir infini, de cette reconnaissance justement, d'une capacité à dévoiler, comme on le disait tout à l'heure, à dévoiler le monde. Est-ce que ce ne sont pas les deux faces finalement d'une même pièce? C'est-à-dire que c'est conditionné par la reconnaissance, c'est-à-dire que tout ce que j'amassais comme information, je savais plus ou moins que un jour j'aurais l'occasion d'en faire un matériau poétique là aussi. J'ai même commencé, mon premier vrai texte s'inspirait de ces premières, de ces expériences à l'étude. Vous l'évoquez. Et d'ailleurs, je reprends des extraits. C'est aussi une manière pour moi de me dire que j'avais pas complètement travaillé en vain en récupérant des bribes de ces textes-là. Et c'est après que j'ai fait je suis passé par-dessus tout ça, cette période-là, pour aller plus loin et jusqu'à la scène traumatique pour moi qui était la mort de mon père. Ouais. Et mais ce qui est fascinant dans cet ouvrage, Comment gagner sa vie honnêtement, puisque vous ne l'avez pas fait malhonnêtement, contrairement à des tas d'exemples à des exemples que vous citez d'ailleurs dans l'ouvrage, où certains gagnent leur vie de manière pas très honnête, que vous admirez souvent d'ailleurs, que vous admiriez, parce qu'ils avaient une forme de romanesque peut-être. Ce que vous évoquez grâce à ce livre, grâce à ces reprises de ces anciens textes, est-ce que c'est pas justement cette mise en jeu de votre matériel? Encore une fois, je ne veux pas du tout vous enfermer dans un genre autobiographique, mais contrairement aux sociologues, c'est votre expérience intime du monde que vous construisez, à partir d'une narration de ces expériences réelles-là. Mais l'objectif, ce n'est pas de me raconter. Non. L'objectif, c'est et c'est pour ça que je parle de cette époque-là, c'est d'essayer de comprendre les lignes de force comme ça, qui créent à la fois qui nourrissent à la fois votre imaginaire, votre façon de penser, et donc votre façon de créer. Et tout ce travail-là, c'est pour les mettre à jour. Et il se trouve que je suis bien placé pour en parler, puisque je me suis confronté à ça. Et pour finir ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pouvais supporter cette vie-là si elle trouvait sa traduction poétique. La traduction poétique, c'est l'écriture et c'est ce qui peut effectivement nourrir un roman, mais ça implique d'être reçu. Ce n'est pas d'écrire qui sauve. Si j'écris et que personne ne veut de mes écrits, je suis perdu. De ce point de vue-là, ça va. Vous êtes assez... Non, mais c'était... avant, c'était ça. Ouais. Vous voyez ? C'est-à-dire que c'est pas l'écriture qui sauve, parce que c'est souvent, là, on dit ça, que l'écriture sauve et tout. Moi, c'est pas l'écriture qui m'a sauvé. Ce qui m'a sauvé, c'est la reconnaissance que m'a donnée cette écriture-là, et après, cette possibilité de continuer et d'aller dans d'autres directions, etc. Mais je ne pouvais pas envisager d'écrire, parce qu'on peut très bien imaginer que je vis cette vie-là, que j'en fasse du texte, et que ça en reste là. Sauf que ce couple-là, écriture, vie,
ne tient pas s'il n'est pas transcendé par la reconnaissance. Celle du lecteur? Celle du lecteur, d'abord celle de l'éditeur. Oui. Et évidemment, après, une fois que c'est publié, on espère le lecteur, ça c'est sûr. Et que quand même la grande surprise, la grande joie de ce qui s'est passé avec les Légions d'honneur, ça a été d'abord la reconnaissance par Jérôme Lindon, donc l'éditeur des Éditions de Minuit, mais ça a été les lecteurs et surtout de voir que j'avais vu juste, puisque sortait comme ça du coin du bois tout un tas de Tante Marie, de souvenirs de cette province française là, imprégnée de la religion catholique et qui avait été confinée dans le refoulé collectif là. Et qui, grâce à ce livre-là, pouvait ressurgir. Et donc, du coup, le sentiment, d'avoir vu juste, et puis de ne plus être seul, quoi. Et tous ces témoignages que je recevais étaient extrêmement gratifiants et justifiaient tout ce que j'avais traversé avant. Je ne sais pas. C'est évident que dans un premier temps, la publication a été un vrai soulagement pour moi. Même si sur le coup, ça n'a pas été ce que j'avais espéré, mais c'est-à-dire que j'en attendais une libération, puis j'ai trouvé que c'était presque décevant, la publication. Ah bon. Et, mais voilà, officiellement, j'étais publié aux Éditions de Minuit, et je pouvais me présenter comme écrivain, j'étais crédible. C'était pas une libération, et pourtant vous avez eu d'emblée à la fois la reconnaissance d'un éditeur, d'un très grand éditeur, Jérôme Lindon, et aussi une reconnaissance très forte des lecteurs, d'emblée. Donc vous pouviez difficilement avoir mieux, et pourtant c'était pas... voilà, le projet d'écriture devait continuer. Parce que c'était une étape nécessaire, parce que sinon c'était un trou noir. C'était assez désespérant pour moi, les perspectives d'avenir, mais le chantier devant moi était énorme. Enfin, il y avait... c'était une première étape, et alors qu'avant, je pouvais imaginer que tout d'un coup se trouverait résolu par la publication, et puis éventuellement par les lecteurs. Et en fait, j'ai vu que c'était juste un palier, et que pour la libération, faudrait encore attendre, quoi. Qu'il y avait encore beaucoup de travail, c'est sûr. Comme pour la Révolution, dont vous parlez souvent avec beaucoup d'humour, et son envers. Voilà, si vous voulez, on envisage ça comme un happy end, parce que pendant toutes ces années là, vous êtes tendu vers cette reconnaissance, cette publication. Et comme le happy end au cinéma, une fois que la salle se rallume, la vie qui reprend ses droits, et puis et c'était à peu près comme ça. Donc la seule chose que j'avais, c'était que contrairement aux critiques qui pensaient que je n'écrirais pas d'autres livres, moi je savais ce que j'allais faire après. Je connaissais en gros la trajectoire, et ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est quelque chose que j'avais déjà théorisé au moment où j'écrivais Chants d'honneur, quand je n'étais rien. Vous voyez. Donc mon programme d'écriture, je veux dire, il est tracé depuis 30 ans, et je m'y tiens à peu près. Ah, c'est formidable, ça. Enfin, je sais pas si c'est formidable, mais en tout cas, c'est très étonnant. Enfin, par exemple, quand j'ai lu les Confessions de Rousseau et les Mémoires de Tothon de Chateaubriand, ce qui m'a frappé, c'est que c'était les deux ouvrages majeurs de Rousseau et de Chateaubriand, les deux livres qu'on lisait encore aujourd'hui avec bonheur, et alors qu'on ne lit plus les Vicaires savoyards ou Atala ou les Natchez. Or, ces deux livres, les Confessions et les Mémoires, ne se justifient que par des œuvres précédentes qu'on ne lit plus aujourd'hui. Ça veut dire que l'œuvre
j'avais formé cette espèce de théorème, savoir que l'œuvre, c'est le commentaire de l'œuvre. Et ça, je vendais des journaux et j'étais en train de me dire qu'il faudrait d'abord poser quelque chose pour pouvoir après commenter cette chose-là. Et là où j'ai eu une chance dingue, c'est que en posant les champs d'honneur, l'écho qu'a eu ce livre fait que je peux en parler. Je sais bien que tout le monde n'a pas lu les champs d'honneur, mais enfin, c'est pour les gens qui s'y connaissent un peu, c'est un livre référentiel, donc je peux m'appuyer dessus pour après développer mes réflexions, puis mes centres d'intérêt, etc. Oui. Et donc, je me suis retrouvé là avec cette possibilité où en étaient Rousseau et Chateaubriand, de commenter des livres dont on avait parlé et qui avaient intéressé, parce que mes premiers livres ont été quand même beaucoup lus et beaucoup commentés, puisqu'il y a eu beaucoup de travaux universitaires, etc. Donc je suis légitime pour en parler. Oui. Et alors, ça donne du coup des jeux, ce que vous disiez tout à l'heure, les jeux référentiels, de voir les lignes, là aussi, les thèmes récurrents, de voir aussi des choses qui avaient été posées, et là, quasiment à mon insu, de mon plein gré, là, comme disait l'autre, et dont je trouvais, des années après, ce que ça voulait dire, quoi. C'est-à-dire, puisque vous abordez les thèmes psychanalytiques, j'ai vu très tôt les forces inconscientes du texte. C'est-à-dire qu'à un moment où vous écrivez, il y a quelque chose qui s'impose, qui ne s'impose pas vraiment dans la logique du récit, mais qui s'impose à votre esprit par le jeu souvent des métaphores, et dont je ne vois pas sur le coup la pertinence. Comme un lapsus dans le texte. Comme un lapsus, mais que je garde, parce que je sais que si ça arrive là, c'est que sans doute il y a une vraie raison. Et la raison, je la trouve de plus en plus vite maintenant. Mais pour ce qui est des champs d'honneur, par exemple, j'ai mis 12 ans à comprendre ce que j'avais écrit lorsque je parlais des gages de combat. Oui. J'étais à Troyes, chez un libraire, et c'était en 99-2000. Il y avait des comédiens qui lisaient des extraits de mes textes, comme ça. Et j'entends donc une phrase tirée des Champs d'honneur, donc livre paru en 90, mais ce texte-là avait été écrit, ça faisait partie des premiers textes des Champs d'honneur, c'est avant même le récit de Loire inférieure. Et parce que j'ai refait un montage après, enfin bref. Et donc j'entends le comédien dire « Allez dire à Joseph ses poumons brûlés ». Donc, dans le récit, c'est un Joseph Rouault, mort en 1916, dont je raconte qu'il a été gazé. Ce que j'ignore complètement, puisque tout ce que je sais, c'est qu'il est mort en 1916 et c'est tout. J'invente dans les Champs d'honneur qu'il a été gazé, donc j'invente cette attaque au gaz de combat, l'arrivée des gaz et tout, et les types dans leurs tranchées qui inhalent pour la première fois ce gaz mortel. Et donc, je savais, tout ce que je savais, c'était qu'il avait été blessé en Belgique et qu'il était mort à Tours. Donc j'imagine ce retour du soldat blessé, comme ça, c'est avec ses poumons brûlés, vers Tours, c'est-à-dire vers le pays natal, puisque c'est la route de l'Ouest. Et donc, voilà, dans le texte, à un moment, je dis, allez donc dire à Joseph ses poumons brûlés. Et soudain, ça a été un éclair. J'ai compris que le Joseph, c'était évidemment... Mon père s'appelle Joseph. Et les poumons brûlés, c'était pas par les gaz de combat, mais c'était par les fumer des cigarettes, puisque je raconte qu'il fumait plusieurs paquets de chétane par jour. Donc,
toute cette mise en scène des gaz de combat et de la mort de ce Joseph, de ce premier Joseph Rouault dans les tranchées de 14 n'était là, donc je comprenais que ce n'était là que pour dire la mort de mon père jeune, et que sans doute cette mort avait été provoquée par la fumée de cigarette, puisque on sait que ça n'arrange pas les artères, etc. Et donc il y avait, du coup, les pages sur la Première Guerre mondiale des Champs d'honneur devenaient une métaphore masquante pour dire simplement ce que je n'arrivais pas à ce moment-là encore à raconter, à savoir la mort de mon père, que je vais raconter dans le livre suivant. Donc, et ces images inconscientes comme ça, qui ont une force terrible, parce qu'elles vous embarquent dans quelque chose qui apparemment n'a rien à voir avec le récit. Et quand j'avais donc écrit ces pages sur la Première Guerre mondiale, je me disais, mais quel rapport avec mon histoire de Loire-Inférieure au début des années 60. Et comme elle me plaisait, ces pages, et puis là je vois bien que si elles me plaisaient, c'est parce qu'elles avaient quelque chose à me dire, il a fallu que j'invente un procédé romanesque pour les justifier dans le texte. Et dans le texte, le procédé romanesque, c'est donc une tante Marie qui était en fait donc la sœur de ce premier Joseph et donc la tante de mon père, qui, après la mort de mon père, perd la tête et confond dans le choc provoqué par la mort de mon père et de son neveu, et puis par l'autre choc pour elle, à savoir qui était très pieuse, c'était donc l'incompréhension devant cette mort-là. Donc elle perd la tête et confond dans son délire les deux Joseph, son neveu qui vient de mourir, avec son frère mort en 1916. Ça ne s'est pas passé comme ça. Elle a perdu un peu la tête, mais enfin, à aucun moment elle n'a confondu les deux Joseph, etc. Mais ça a été la seule accroche que j'ai trouvée pour relier la partie de Loire-Inférieure à la partie Première Guerre mondiale. Donc c'est ce qui fait le lien entre les deux parties, qui sont séparées par 50 ans et par plusieurs centaines de kilomètres, c'est l'esprit embrumé de la tante. C'est tout. Oui. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Parce qu'il y a un autre exemple, par exemple, autour de la deux chevaux. La deux chevaux qui n'a jamais été celle que vous citez dans les Champs d'honneur. Dans les Champs d'honneur, oui, mais qui est celle de votre compagne, finalement, ce que vous citez ici. C'est-à-dire que quand j'écris quand les Champs d'honneur paraissent, donc je décris abondamment la deux chevaux du grand-père, et que le chevaux que je n'ai quasiment pas connu, et dans laquelle je suis jamais monté, enfin en tout cas aucun souvenir. Et simplement, je me souvenais qu'il avait une deux chevaux, ça c'est vrai. Mais on me faisait crédit d'une mémoire formidable, d'avoir gardé en souvenir tous ces détails comme ça, alors qu'en fait c'était pour moi quelque chose de très très récent. J'avais une amie qui avait une deux chevaux, donc j'ai raconté la deux chevaux de cette amie, dans laquelle évidemment j'ai beaucoup voyagé, et tous les, comme c'était pas un dernier modèle, ça m'était facile de décrire l'intérieur de la deux chevaux, parce que je l'avais vraiment en tête. Donc si je disais je n'ai pas connu, j'ai très très peu connu ce grand-père là, et je ne suis jamais monté dans les chevaux, soudain c'est comme si j'avais raconté des chars, quoi. C'était vraiment le tromperie sur la marchandise et tout, puisque je n'avais pas décrit la vingt de chevaux, mais un ersatz de deux chevaux. Sauf que quand vous expliquez la fabrique du récit comme ça, avec cette scène extrêmement forte qui se
enfin, finalement, il y a ces scènes extrêmement fortes qui se correspondent entre les tranchées et la mort brutale de votre père, ou sous des auspices cette fois beaucoup plus légères, finalement un véhicule que tout le monde connaît, là, 2 chevaux qui se transportent d'une époque à l'autre. Ce sont des grands signifiants comme ça que vous utilisez pour bâtir le récit, mais ce sont aussi des signifiants qui voilà, qui tissent la réalité d'aujourd'hui. Même quelque chose aussi anodin qu'une 2 chevaux, c'est quelque chose d'important qui signale toute une époque. Enfin, alors, justement, c'est que au moment où j'écris ça, c'est pas pour parler de la 2 chevaux du grand-père, c'est quels sont les objets effectivement signifiants qui ne tombent pas dans le travers générationnel. Il y a, vous avez par exemple le livre de Pérec, je me souviens. Les gens de la génération de Pérec se tapent à chaque fois dans la main et se disent mais bon Dieu, mais c'est bien sûr. Mais pour les autres, moi je peux retrouver encore je peux répondre au quiz là je me souviens. Mais bon, c'est évident que les jeunes gens d'aujourd'hui, ça ne veut strictement rien dire. Et donc le danger de ces clins d'œil générationnels, c'est que ça ne parle que pour une génération. Donc comme j'ai envie de quelque chose de plus universel, c'était de me dire quels sont les objets générationnels qui outrepassent justement, qui sont des marqueurs, mais qui peuvent parler à d'autres. Qui sont des vrais véhicules, justement. Voilà. C'est ça. Et là, 2 choses, c'est sûr que c'était épatant, quoi. Ah bah oui. Il y a, et de même, quand je parle de la pluie, c'est un marqueur régional. Même si la pluie, et ça je l'ai raconté aussi dans un autre livre, et pour en parler, je me suis inspiré des estampes japonaises d'Hiroshige et puis des textes japonais où ils parlent dans les haïkus comme ça, ils parlent du bruit de la pluie. Enfin, donc la pluie à la fois comme métaphore qui introduit une espèce d'atmosphère de tristesse et qui va renvoyer après au gaz de combat, c'est-à-dire tout ce qui nous tombe sur la tête. C'est-à-dire là où on ne maîtrise pas sa vie, là où aussi on est... Qu'est-ce que l'époque nous fait? Qu'est-ce que le lieu nous fait? Et en même temps, comme un marqueur de l'Ouest, parce qu'il y a aussi une chanson qui dit « Il pleut sur Nantes ». Et je m'appuie aussi sur la mémoire collective de la chanson de Barbara pour associer la région nantaise à la pluie. Il y a même quelqu'un qui n'a jamais fichu les pieds là-bas, a entendu parler de la pluie sur Nantes. Et donc, j'en rajoute. Je dis, voyez, c'est bien là, on est bien sur Nantes puisqu'il pleut. Et des grands symboles, finalement, du quotidien, mais des grands symboles comme ça. Vous émaillez vos récits avec, comme ça, ces grandes figures, parce que même, encore une fois, si la 2 chevaux ou la pluie peuvent paraître des choses relativement banales, ce sont des choses extrêmement importantes. Tout le monde. Alors après, il s'agit de trouver le plus grand dénominateur commun mémoriel. Et donc voilà, la 2 chevaux, ça parle encore, la pluie, ça parle. Et donc ça manque en ce moment. Oui, voilà, la preuve. Oui. Et donc c'est évident que je m'appuie sur des choses comme ça, mais à la fois, je peux aussi prendre quelque chose de absolument inconnu et de le traiter comme si c'était connu de tous. Et donc, vous créez un pur objet, comme ça. Vous pouvez, du coup... là, j'ai pas d'exemple précis, mais j'ai souvent fait ça. Par exemple, des photos que j'invente, dont on peut penser qu'elles existent vraiment, alors qu'elles n'existent pas du tout. Mais on me fait crédit, puisque j'en parle, c'est que la photo existe vraiment. Sauf que c'est... Voilà. C'est quoi? Est-ce que... C'est le jeu de la fiction, c'est oui. La finalité, c'est de créer un objet poétique. C'est ça pour moi la finalité. Alors la vie poétique, justement, la vie poétique, c'est quelque chose que vous poursuivez là immédiatement, puisque Comment gagner sa vie honnêtement a pour sous-titre La vie poétique 1.
Ce qui suppose qu'il laisse Il y aura entendre qu'il y en aura d'autres. 3, 4, 5 normalement. D'accord. Et la vie poétique, c'est... En fait, j'utilise de plus en plus le terme poétique à la place, du mot littéraire. Pour une raison? Parce que ça correspond mieux à l'idée que je me fais de ce travail-là et de tout ce que j'ai fait jusque-là, et que littéraire implique quasiment une posture. Et vous avez le monde littéraire, par exemple, voyez. Et donc, si j'avais sous-titré ça la vie littéraire, voilà, je me retrouvais avec le monde littéraire, etc. J'ai une haute idée de la littérature, mais qui n'est pas quand vous parlez du monde littéraire, ça ne renvoie pas à la littérature, ça renvoie à la critique ou au journalisme. Au milieu de l'édition, enfin, vous voyez, c'est une chose. Et au lieu que la vie poétique, c'est la création, et c'est comment, et toute ma vie, enfin depuis longtemps en tout cas, a tourné et tourne autour de cette idée de la création, autour de produire de l'inédit, du beau, et quelque chose qui n'existait pas avant, qui maintenant existe. Ça n'est pas le commentaire de l'œuvre, pourtant. Pas vraiment. Non, alors, le sens de ce travail, je l'ai dit au début, c'est d'essayer de comprendre comment une époque s'arrange pour vous envoyer dans certaines rails, certaines directions. Si vous êtes en 1660, l'époque vous dira d'écrire des tragédies en alexandrin et en 5 actes. Vous voyez, le roman réaliste n'existe pas. Donc ça là aussi, c'est quelque chose que j'avais compris lorsque je m'étais intéressé à Flaubert et à la Tentation de Saint-Antoine. Et bon, on connaît l'histoire. Il écrit son premier texte avec lequel il pense faire rentrer par effraction en littérature. Et il le lit à ses 2 amis qui lui disent ça vaut rien, et qui lui disent de jeter ça au feu, et qu'en revanche, il ferait mieux d'écrire un texte terre à terre à la Balzac. Donc, en 1948, il y a une réponse. Un texte terre à terre à la Balzac, c'est-à-dire un roman réaliste balzacien. Ce qui va donner Madame Bovary. Ce qui veut dire que pour Balzac, le roman terre à terre à la Balzac n'existe pas. Il doit l'inventer. Donc vous avez des périodes où vous devez inventer un genre de toute pièce. Et c'est Balzac et Stendhal qui vont s'y coller, là. Et d'autres où le genre est déjà en place. Et vous pouvez embarquer dans ce genre-là sans trop de problèmes. Et ça donne Madame Bovary. Et puis il y a un moment où le genre est quasi moribond. Et si vous embarquez dans ce genre-là, si vous faites déjà des tragédies en alexandrin et en 5 actes au XIXe siècle, déjà ça marchait plus. Donc, et pourtant il y en avait toujours qui en écrivait. Le copain de Flaubert, Bouillet, toute sa vie, il a juré de ne faire que des vers, que des alexandrins. Et c'est ce qu'il a fait. Et on ne se souvient de lui évidemment que comme copain de Flaubert, sinon c'est pas avec ses alexandrins. Donc il y a un moment aussi où le genre est moribond, et que donc s'acharner à écrire un roman réaliste dans la tradition balzacienne, et ça c'était la critique de Robbe-Grillet, à partir des 50-60, ça n'a plus de sens. Donc il faut inventer autre chose. Moi je viens quand même d'une période qui a dû réinventer le roman. C'est-à-dire sur d'autres bases. Le nouveau roman avait lui évacué tous les fondamentaux du roman. Il avait privilégié la description. Mais les personnages, tout ça, l'intrigue, tout ça, ça avait été évacué, les questions sociologiques, etc. Et donc, pour ma génération, ça a été comment réintégrer ces éléments romanesques du roman réaliste dans une forme qui intègre tous les questionnements littéraires et poétiques
de ces années 70, à savoir le structuralisme tel quel, etc., qui posait comme principe, et ça c'est là où ça fait la différence, que la forme c'est du sens. Et que quand vous écrivez, d'une certaine manière, vous êtes obligé de vous expliquer sur cette manière-là, à savoir qu'est-ce qui vous légitime, d'où vous parlez, au nom de qui, vous voyez. Donc j'essaye de... Donc il a fallu réinventer tout ça et faire tenir tout ça dans une formule inédite qui effectivement mêle la réflexion sur la littérature et sur le roman, et sur la légitimité du récit, et aussi le récit, parce qu'on y trouve des histoires, parce que des histoires, on en a toujours raconté, on en racontera toujours. C'est la question de la forme dans laquelle on raconte ces histoires qui pose problème. Et donc, par moment, on trouve une forme, cette forme-là devient dominante, et puis elle s'épuise, et donc il ne faut pas passer à autre chose. Le roman est vieux comme le monde. Je pense que Homère est un romancier, mais certainement pas au sens où on l'entend aujourd'hui, et pas au sens où on l'entendait du temps de Balzac. Et Don Quichotte n'est pas un roman au sens où on l'entend au 19e et aujourd'hui. Tout ça, c'est du roman, c'est une façon de raconter des histoires, mais les jeux romanesques dans Don Quichotte, même s'ils ont l'air d'une grande modernité, n'affrontent pas les mêmes choses que les enjeux romanesques de contemporains. Ouais. Oui. Il parle de son temps et avec cette possibilité qu'avait son temps de jouer comme ça. Mais c'est pas d'emblée, il faut pas le voir comme un ovni qui jouerait avec ses codes narratifs qu'on mettra plusieurs siècles à retrouver. Non. J'ai une question un peu peut-être idiote, on va dire, forme conclusive, mais qui il y a que les réponses qui sont idiotes. C'est justement, écrivain, romancier, est-ce que c'est une façon honnête de gagner sa vie? Quand avant de publier, je ne pensais jamais vivre de ma plume. Enfin, en tout cas, pas de celle-là. Je pensais que je ne vendrais pas de livres, mais qu'en revanche, je ferais des chansons qui, elles, me permettraient de gagner honnêtement ma vie. Ça ne s'est pas passé du tout comme ça. Mais non, j'en attendais de la reconnaissance. C'est-à-dire, pour moi, ça réglait la question identitaire, et donc ma place dans le monde et mon être au monde prenait à ce moment-là tout son sens, enfin, partie en tout cas, mais vraiment pas une seconde, je ne pensais en tirer un profit, enfin, financier, enfin, en tout cas que ce soit, si on m'avait dit que l'écriture pouvait être un métier, j'aurais poussé des grands cris, affolé. Et quand Jérôme Lindon m'a rencontré pour la première fois, donc avec l'intention de publier les chants, il m'a demandé ce que je faisais, et j'ai dit que je vendais des journaux, là, dans un kiosque, à mi-temps, enfin, c'était des copains, on s'arrangeait, c'était même pas un statut fixe, enfin, c'était vraiment là aussi du bricolage. Et il m'a dit, ne vous inquiétez pas, on va vous trouver autre chose, on va trouver des bourses. À ce moment-là, il voulait m'envoyer à la Villa Médicis, mais j'étais trop vieux, j'ai 37 ans, je crois que la limite à l'époque c'était 35, maintenant c'est 45 ou voire plus, mais bon, on va trouver... Et je lui ai dit non, je vais continuer de vendre des journaux, je voulais pas être à la merci d'un système comme ça. Mon indépendance, je l'avais
on vendrait des journaux et je ne l'aurais plus si j'acceptais ce système de bourse qui est jamais sans contrepartie. Vous rentrez dans une espèce d'assistance perpétuelle là, il y a des écrivains qui ont fait ça toute leur vie, hein, et qui le disent. Pendant Noël, par exemple, a vécu comme ça de ses bourses, de ses résidences. Mais moi, je voulais pas ça. Donc, la question était réglée. Je ne vendrai pas de livres, mais je continuerai à faire mes petits boulots comme ça. Mais le cœur léger, puisque du coup, je pourrais dire autour de moi que je n'étais pas seulement marchand de journaux, mais que j'étais aussi écrivain. Donc, ça me semblait honnête, oui. Merci beaucoup, Jean. Merci, c'est moi.